En 72 heures, une décision apparemment mineure a failli faire basculer un sommet africain et révéler une mécanique de pouvoir rarement visible. Ce qui semblait protocolaire a déclenché un enchaînement rapide, reliant accès technique, financements opaques et risques synchronisés. Difficile à attribuer publiquement à temps. Lorsque Ibrahim Traoré comprend que la menace réelle n'est pas frontale, mais logée dans le contrôle du rythme, des lieux et des procédures, la lecture change. Derrière le silence officiel, une séquence précise s'ouvre, avec des conséquences qui dépassent l'événement et interrogent la manière dont la souveraineté se joue désormais. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture qui compte réellement, non parce qu'elle ajoute du spectaculaire, mais parce qu'elle met à plat ce que beaucoup préfèrent contourner. Vous allez comprendre comment une séquence présentée comme un simple épisode diplomatique révèle en réalité un mode opératoire, des leviers précis et des angles morts qui façonnent aujourd'hui le pouvoir en Afrique de l'Ouest. Ce contenu n'est pas conçu pour être consommé distraitement. Si vous quittez l'analyse trop vite, le risque est clair. Vous ne verrez qu'un récit héroïque ou complotiste, alors que l'essentiel se joue ailleurs. Dans les détails opérationnels, les timings et les zones grises que peu prennent le temps d'examiner, vous passerez à côté de la logique qui relie les décisions internes, les pressions extérieures et les effets concrets sur la souveraineté. Vous resterez avec une lecture incomplète, façonnée par des résumés rapides ou des commentaires partisans. Or, comprendre ces mécanismes, c'est se donner les moyens de lire les prochains événements avec plus de lucidité. Au lieu de les subir narrativement après coup, dès les premières vérifications internes, un fait dérangeant apparaît. Ce qui est présenté publiquement comme une anecdote diplomatique cache en réalité une architecture de risque bien plus large. En moins de 72 heures, plusieurs signaux faibles, pris isolément insignifiants, commencent à former une cohérence inquiétante. Un seul chiffre suffit à mesurer la gravité. 36 heures. C'est le délai exact qui séparait la détection de certaines anomalies techniques du moment où le sommet devait basculer dans une situation irréversible. Pour comprendre pourquoi cette fenêtre temporelle est décisive, il faut revenir au point de départ. L'événement devait symboliser une coopération panafricaine maîtrisée. Sans ingérence extérieure directe, les invitations, la logistique et la communication étaient pensées pour projeter stabilité et contrôle. Mais très tôt, des ajustements apparemment techniques viennent modifier l'équilibre. Changement de lieu, accès exceptionnel, prestataires récemment intégrés au dispositif. Pris séparément, ces choix ne déclenchent aucune alerte majeure. Ensemble, ils dessinent un déplacement du centre de contrôle. C'est là que la dynamique devient dangereuse. Une décision administrative ouvre un accès. Cet accès permet une présence non visible. Cette présence crée un levier. Et ce levier peut être activé au moment le plus politiquement rentable. La gravité ne réside pas dans l'acte isolé, mais dans la chaîne causale complète. Ibrahim Traoré se retrouve alors face à un dilemme classique du pouvoir sous contrainte. Agir trop tôt, sans preuve consolidée, ou attendre au risque de laisser l'initiative à d'autres. Les premiers impacts ne sont pas institutionnels, mais humains. Les équipes de sécurité doutent, les responsables intermédiaires hésitent, et la confiance interne commence à se fissurer. Dans ce type de configuration, l'instabilité ne vient pas d'une attaque frontale, mais d'un brouillage progressif des responsabilités et des temporalités. Chacun pense encore avoir du temps, alors que le compte à rebours est déjà enclenché. Ce contexte explique pourquoi la suite ne peut plus être lue comme une simple réaction sécuritaire. Il s'agit d'une tentative de reprise de contrôle sur le temps lui-même. Avant que le récit ne soit imposé de l'extérieur, à partir de ce moment, chaque minute devient une décision politique à part entière. À ce stade, la lecture des faits ne repose plus seulement sur des documents ou des alertes techniques, mais sur l'émergence d'un rôle clé, celui de l'acteur capable d'interpréter ce que les autres voient sans encore relier. Dans ce type de séquence, la différence ne vient pas de l'information brute, mais de la capacité à la hiérarchiser sous pression. L'entourage sécuritaire et institutionnel observe alors une figure qui ne cherche pas à dramatiser, mais à ordonner. Un premier impact concret apparaît rapidement.
Des protocoles jugés secondaires sont réévalués. Des accès sont suspendus, non pas parce qu'une preuve définitive existe, mais parce que leur combinaison devient incohérente. Cette décision prudente, presque invisible à l'extérieur, crée une tension interne. Certains y voient un excès de méfiance, d'autres une réaction tardive. Pourtant, ce décalage de perception devient un indicateur précieux. Un second signal confirme que l'événement n'est pas isolé. Dans un autre segment de l'organisation, une anomalie similaire est détectée. Sans lien apparent avec la première, là encore, prise seule, elle pourrait être ignorée, mais mise en parallèle. Elle suggère une répétition de schéma plutôt qu'un accident. Ce n'est plus une question de lieu ou de personne, mais de méthode. Progressivement, l'impact se diffuse, les échanges se raccourcissent, les validations deviennent plus lentes, la chaîne de décision se resserre. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais il modifie déjà l'issue possible de la séquence. Le sommet n'est plus seulement un rendez-vous politique, il devient un test de résistance organisationnelle. À partir de ce point, l'enjeu n'est plus de savoir si quelque chose va se produire, mais quand et sous quelle forme. Et c'est précisément ce déplacement qui change la nature de toute la suite. Tout commence par un geste qui, sur le moment, ne provoque aucune onde visible, une validation administrative, un accord donné sans résistance. Le calendrier continue, les équipes avancent, rien ne semble dérailler. Puis, le rythme change. D'abord, un détail, un accès technique accordé plus tôt que prévu. Ensuite, un prestataire ajouté en urgence, sans historique clair, rien d'illégal, rien d'anormal isolément. Mais la séquence s'accélère, les décisions s'empilent, les délais se compressent, le sommet approche, et chaque ajustement réduit la marge de manœuvre. La phase de déclenchement est silencieuse, aucune alerte publique, aucun message officiel, seulement une accumulation de petites concessions opérationnelles qui déplacent. Lentement, le centre de gravité du dispositif, à ce stade, la machine fonctionne encore, mais elle n'est plus entièrement maîtrisée par ceux qui pensent bas la diriger. Puis vient la montée en tension. Les vérifications internes révèlent des incohérences de timing, des demandes d'accès formulées avant que le besoin n'existe officiellement, des autorisations croisées qui ne se rencontrent jamais dans les mêmes réunions. Le rythme s'emballe, les échanges se font plus courts, les décisions sont prises plus vite, parfois sans débat. La pression n'est pas visible, mais elle est constante. Les réactions s'enchaînent. Une équipe ajuste un protocole, une autre sécurise un périmètre, une troisième demande confirmation. Chaque action est rationnelle. Ensemble, elles produisent un effet paradoxal. Plus le système s'active, plus il devient vulnérable à une manipulation fine du temps. Le sommet n'est plus seulement préparé, il est aspiré vers une échéance qui impose ses propres règles. La phase de climax arrive sans annonce. Les heures comptent désormais plus que les jours. Une information tardive perd sa valeur. Une décision différée devient un risque. Les acteurs comprennent que l'enjeu n'est plus d'éviter un incident isolé, mais de prévenir une bascule narrative où un événement, même maîtrisé, pourrait être interprété contre eux. À ce moment précis, Ibrahim Traoré se retrouve face à une contrainte absolue, agir dans un espace où chaque mouvement est observé, anticipé et potentiellement retourné. Puis viennent les répliques, rien n'explose, rien ne s'effondre publiquement, mais les traces demeurent, des procédures sont gelées, des responsabilités redéfinies, des relations internes durablement modifiées. Ce qui devait être un sommet devient un précédent, une démonstration que la menace moderne ne passe pas toujours par la force, mais par la gestion invisible des enchaînements. Après coup, la chronologie paraît évidente. Sur le moment, elle était presque indétectable. Et c'est précisément ce décalage qui fait de cette séquence autre chose qu'un simple épisode. Elle marque l'entrée dans une ère où le temps, plus que le territoire, devient le champ de bataille principal. À ce stade, il devient nécessaire de quitter le registre narratif pour entrer dans celui des éléments mesurables, non pour impressionner par des chiffres, mais pour comprendre ce que la séquence révèle objectivement lorsqu'on la replace dans un cadre quantifiable. C'est ici que la perception bascule.
Ce qui paraissait exceptionnel commence à ressembler à un schéma reproductible. Le premier indicateur concerne l'ampleur organisationnelle. Le sommet mobilisait des délégations issues de plus de 7 États africains, appuyées par des équipes ministérielles élargies et une couverture médiatique internationale répartie sur plusieurs fuseaux horaires. Cela signifie des dizaines de chaînes décisionnelles parallèles, chacune dépendante d'autorisation, d'accès et de calendriers synchronisés. En termes simples, plus la structure est large, plus une intervention discrète sur un point précis peut produire des effets en cascade. Le deuxième indicateur touche à la vitesse, entre la validation finale du lieu et l'échéance prévue pour l'ouverture officielle. Moins de 48 heures restaient disponibles pour ajuster l'ensemble du dispositif. Dans ce laps de temps réduit, toute anomalie détectée perd mécaniquement de la valeur si elle n'est pas immédiatement qualifiée, vérifiée et intégrée dans une décision. Ce différentiel temporel crée un avantage structurel pour celui qui agit en amont plutôt que pour celui qui réagit. Un troisième indicateur concerne l'impact humain direct. Les équipes de sécurité, composées de profils expérimentés, ont dû opérer dans un environnement où les signaux contradictoires se multipliaient, lorsque plusieurs ajustements techniques surviennent en moins de 2 jours. La charge cognitive augmente, la vigilance se fragmente et les priorités se brouillent. Ce phénomène est bien documenté. Au-delà d'un certain seuil, l'accumulation de micro-alertes réduit la capacité à identifier la menace principale. À cela s'ajoute un facteur rarement mesuré mais décisif, la confiance interne, lorsque des décisions clés reposent sur des intermédiaires. Chaque doute non résolu fragilise l'ensemble, même sans incident visible. Une perte partielle de confiance entraîne un ralentissement des validations et une multiplication des contrôles redondants. Ce coût invisible n'apparaît dans aucun communiqué, mais il pèse lourdement sur l'efficacité globale. Enfin, l'indicateur politique. Dans un contexte régional tendu, un événement de cette nature aurait eu des répercussions immédiates sur les relations interétatiques. Une seule défaillance majeure aurait suffi à déclencher des interprétations concurrentes, parfois irréversibles. C'est ce risque systémique que Ibrahim Traoré devait intégrer. Non pas comme une hypothèse abstraite, mais comme une variable concrète à gérer sous contrainte. Pris ensemble, ces éléments montrent que la séquence ne relève pas d'un coup de théâtre isolé. Elle s'inscrit dans une logique où la combinaison de volume, de vitesse et de fragilité humaine crée une zone de vulnérabilité mesurable. Et c'est précisément cette zone qui détermine désormais l'issue des confrontations contemporaines. Bien avant toute action visible, à ce point de l'analyse, il serait intellectuellement malhonnête d'ignorer les arguments de ceux qui contestent la lecture proposée. Leur position existe, elle est cohérente, et elle mérite d'être exposée sans caricature. Selon eux, l'épisode décrit relève d'une dramatisation a posteriori, nourrie par une accumulation d'indices interprétés à la lumière d'un résultat connu. Autrement dit, on verrait une stratégie là où il n'y aurait qu'une suite de dysfonctionnements ordinaires. Le premier argument avancé est organisationnel. Les grands sommets internationaux, surtout dans des contextes logistiques contraints, connaissent fréquemment des ajustements de dernière minute, changements de lieu, prestataires recrutés en urgence, accès techniques étendus, tout cela ferait partie d'un bruit normal, amplifié par la pression du calendrier. Dans cette lecture, la multiplication des signaux faibles ne prouverait pas une intention coordonnée, mais seulement les limites structurelles d'une administration sous tension. Le second argument est politique. Certains observateurs estiment que relier ces anomalies à une tentative de déstabilisation revient à surinterpréter des faits banals pour renforcer un récit de souveraineté assiégée. Cette approche, disent-ils, risquerait d'alimenter une méfiance excessive, de rigidifier les processus et, paradoxalement, d'affaiblir la capacité de coopération régionale à long terme. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, elles laissent de côté un élément central, la cohérence temporelle. Ce qui distingue une accumulation accidentelle d'un schéma intentionnel n'est pas la nature des événements pris séparément, mais leur synchronisation. Dans ce cas précis, les ajustements critiques convergent tous vers la même fenêtre temporelle,
celles où la capacité de réaction devient minimale. Ce n'est pas leur existence qui alerte, mais leur alignement. De plus, l'argument de la normalité administrative ne résiste pas entièrement à l'analyse comparative. Les mêmes types de sommets, organisés dans des contextes similaires, présentent rarement une telle concentration de décisions sensibles dans un laps de temps aussi court. La probabilité d'un simple hasard diminue à mesure que les dépendances entre décisions augmentent. Enfin, réduire cette lecture à un récit politique occulte sa dimension opérationnelle. Reconnaître un mode opératoire ne signifie pas céder à la peur, mais ajuster les mécanismes de contrôle à des réalités observables. La prudence, ici, n'est pas idéologique, elle est méthodologique. Lorsque l'on place côte à côte ces deux lectures, une chose devient claire. La question n'est pas de savoir si tout était planifié, mais si le système était suffisamment robuste pour résister à une manipulation fine du temps et des procédures. Et c'est précisément sur ce point que le débat reste ouvert. Tout bascule ici. Jusqu'à présent, l'analyse pouvait encore se lire comme une succession de risques contenus, d'alertes gérables et de décisions sous pression. Mais un élément change radicalement la perspective. Le cœur du problème n'est plus la sécurité du sommet en lui-même, ni même l'identification d'éventuelles défaillances internes. Il devient évident que l'enjeu réel est le contrôle du récit avant, pendant et après l'événement. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprend que l'objectif n'est pas nécessairement de provoquer un incident visible. Il est beaucoup plus subtil. Il s'agit de créer une situation où, quelle que soit l'issue, l'interprétation pourra être retournée. Une action trop brutale pourra être présentée comme une preuve d'instabilité. Une réaction trop tardive comme une preuve d'incompétence. Même une gestion maîtrisée pourra être soupçonnée de manipulation a posteriori. Ce déplacement est décisif. Le sommet cesse d'être un simple rendez-vous diplomatique pour devenir un dispositif narratif à haut risque. Chaque geste est potentiellement enregistré, commenté, découpé, recontextualisé. Le danger n'est plus seulement physique ou institutionnel, il est symbolique. Une erreur de timing peut produire plus de dégâts qu'une faute matérielle. À partir de là, la stratégie change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher quelque chose de se produire, mais d'anticiper la manière dont chaque action sera lue par des publics multiples. Souvent éloignés du terrain réel, le temps n'est plus un paramètre technique, il devient une arme politique. Cette révélation ouvre une nouvelle couche de lecture. Ce que l'on croyait être le cœur de la crise n'en était que la surface. Et ce qui suit va montrer comment cette bascule se traduit. Très concrètement, dans la vie des institutions, des acteurs économiques et des populations concernées. Les effets de cette bascule ne restent pas confinés au cercle décisionnel. Ils se diffusent, progressivement, mais concrètement, vers des sphères où l'abstraction stratégique devient une réalité vécue. À partir du moment où le sommet est perçu comme un objet narratif autant que politique, les conséquences cessent d'être théoriques. Elles s'inscrivent dans des choix, des contraintes et des renoncements observables. Pour l'État, la première conséquence est une pression accrue sur la crédibilité. Chaque décision prise dans l'urgence laisse une trace, non pas seulement dans les archives administratives, mais dans la mémoire des partenaires. La gestion du temps devient un indicateur de fiabilité. Une réaction trop rapide peut être interprétée comme défensive. Une réaction trop lente comme un aveu de faiblesse. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré doit arbitrer non seulement entre des options techniques, mais entre des lectures politiques concurrentes, parfois incompatibles. L'appareil étatique se trouve ainsi contraint d'anticiper le regard extérieur presque autant que le risque interne. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est plus diffus mais tout aussi réel. Les incertitudes autour de la stabilité des grands rendez-vous régionaux influencent les décisions d'investissement. Même lorsque aucun incident ne se produit, les partenaires privés réévaluent les calendriers, retardent des engagements ou exigent des garanties supplémentaires. Ce phénomène ne se traduit pas toujours par des chiffres spectaculaires, mais par une inertie nouvelle, un ralentissement discret qui pèse sur la dynamique économique à moyen terme. Pour les citoyens,
les conséquences prennent une forme plus indirecte. Elles se manifestent dans le climat général, lorsque des événements majeurs sont entourés de récits contradictoires. La confiance collective se fragilise. Les rumeurs circulent plus vite que les clarifications officielles. Les perceptions d'insécurité, même non fondées sur des faits visibles, modifient les comportements. On observe alors une distance croissante entre les discours institutionnels et le ressenti quotidien, distance qui alimente le scepticisme. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est celui d'une vigilance renforcée. Les États voisins observent, comparent, ajustent leurs propres dispositifs. Un sommet sous tension devient un signal d'alerte partagé. Non parce qu'il aurait échoué, mais parce qu'il révèle une vulnérabilité commune, celle des processus collectifs face à des stratégies jouant sur le temps. L'image et l'interprétation, ce phénomène crée un effet de miroir, où chaque pays se projette dans le scénario de l'autre. Pris ensemble, ces niveaux montrent que les conséquences ne se mesurent pas uniquement en termes d'événements évités ou survenus. Elles résident dans les ajustements silencieux qu'impose désormais ce type de séquence. Personne n'est directement frappé, mais tout le monde s'adapte, et dans ces adaptations successives, une transformation plus profonde s'opère, lentement mais durablement. Si l'on prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure, le scénario le plus probable est celui d'une stabilisation sous tension. Les dispositifs institutionnels s'ajustent, les protocoles se renforcent, et les acteurs apprennent à fonctionner dans un environnement où chaque événement est anticipé comme potentiellement sensible. Rien ne s'effondre, mais rien ne redevient totalement fluide. Les sommets continuent d'avoir lieu, les coopérations se poursuivent. Cependant, elles avancent avec une prudence accrue. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et son entourage naviguent entre continuité politique et gestion permanente du risque narratif, cherchant à préserver l'initiative sans provoquer de rupture visible. Un scénario plus favorable reste néanmoins envisageable. Il repose sur une transformation proactive de l'expérience en avantage stratégique. Les enseignements tirés de cette séquence peuvent servir à renforcer la transparence interne, clarifier les chaînes de responsabilité et réduire les zones grises exploitées par des acteurs opportunistes. À moyen terme, cela pourrait améliorer la crédibilité régionale, en montrant qu'un État est capable d'apprendre vite et de corriger ses vulnérabilités sans basculer dans la fermeture. Dans cette hypothèse, la tension initiale se convertirait en capital politique, à condition que les ajustements soient lisibles et cohérents pour les partenaires comme pour les citoyens. Le scénario le plus défavorable, en revanche, ne tient pas à un incident isolé, mais à une accumulation d'erreurs d'interprétation. Si chaque alerte future est surévaluée, si la méfiance devient la norme, le système risque de se rigidifier. Les décisions pourraient alors se ralentir excessivement, les initiatives se raréfier et la coopération régionale perdre en spontanéité. Dans un tel contexte, la peur de mal faire finit par paralyser l'action, offrant paradoxalement un terrain favorable à ceux qui cherchent à exploiter l'inertie plutôt que la crise ouverte. Face à ces trois trajectoires, l'enjeu n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de comprendre que chacune dépend de choix quotidiens. Souvent invisible, la manière de gérer le temps, l'information et la confiance pèsera plus lourd que les déclarations publiques. C'est dans cet espace discret, entre vigilance et ouverture, que se joue la suite. Après avoir parcouru les enjeux, les mécanismes et les trajectoires de possibles, une question s'impose naturellement. Qu'est-ce que tout cela change pour la personne qui écoute cette analyse jusqu'ici? Pas pour les dirigeants, ni pour les institutions, mais pour vous, en tant qu'observateur directement exposé aux effets indirects de ces dynamiques. Pour celles et ceux qui suivent attentivement les évolutions politiques et géopolitiques, cette séquence offre un avantage clair, une grille de lecture plus fine. Comprendre comment le temps, le récit et la confiance peuvent être instrumentalisés permet d'anticiper certains retournements, de relativiser des annonces spectaculaires et d'identifier plutôt les signaux réellement importants. Mais cet avantage s'accompagne d'une exigence, rester lucide face à l'accélération des événements et éviter les lectures trop rapides ou émotionnelles. Pour un second groupe,
plus éloigné de ces cercles d'analyse, mais néanmoins concerné. L'impact est plus diffus. Les décisions prises dans ce type de contexte influencent l'économie, l'emploi, la stabilité régionale et, à terme, les conditions de vie quotidienne. Même sans suivre chaque détail, ignorer complètement ces dynamiques expose au risque d'être pris au dépourvu par des changements soudains, perçus alors comme incompréhensibles ou arbitraires. Enfin, pour ceux qui estiment que ces questions ne les touchent pas, l'enjeu est différent. L'indifférence peut sembler confortable, mais elle laisse le champ libre à des récits simplifiés, parfois trompeurs, qui finissent bien par façonner l'opinion collective. Comprendre les mécanismes de base, même sans expertise approfondie, constitue une forme de protection intellectuelle face à la désinformation et aux interprétations excessives. Quel que soit votre positionnement, une chose demeure. Cette histoire montre que les grandes décisions se répercutent bien au-delà de leur cadre initial. Les ignorer n'empêche pas leurs effets. Les comprendre, en revanche, redonne une part de maîtrise sur la manière dont on les reçoit et les interprète. À ce stade, il devient clair que les réponses ne peuvent pas se limiter à des déclarations de principe. Une séquence de ce type exige des solutions opérantes, lisibles et mesurables, faute de quoi les mêmes vulnérabilités réapparaîtront sous d'autres formes. La première étape concerne le niveau central de décision. Il s'agit de clarifier les chaînes de responsabilité, de réduire les zones intermédiaires floues et d'imposer des règles de traçabilité sur les décisions sensibles liées au temps, aux accès et aux prestataires. Dans un horizon court, le succès se mesure par la capacité à identifier rapidement qui décide quoi, quand et sur quelle base. Sans ambiguïté. La deuxième étape touche les structures opérationnelles et économiques impliquées. Les organisations partenaires, publiques comme privées, doivent intégrer des protocoles de vérification proportionnés, sans alourdir inutilement les processus. L'objectif n'est pas de ralentir l'action, mais de rendre visibles les dépendances nécritiques. Ici, la mesure de réussite n'est pas l'absence totale de risque, mais la rapidité avec laquelle une anomalie peut être qualifiée, confirmée ou écartée, avant qu'elle ne devienne systémique. La troisième étape concerne les individus et les communautés professionnelles. Dans ce type de configuration, la formation à la lecture des signaux faibles devient un levier majeur. Il ne s'agit pas de transformer chaque acteur en expert sécuritaire, mais de renforcer la capacité collective à signaler sans dramatiser et à douter sans paralyser. À moyen terme, le changement se mesure par des comportements plus cohérents face à l'incertitude, plutôt que par des réactions improvisées. Enfin, une coordination régionale minimale s'impose. Le partage d'expériences, sans exposition inutile, permet de transformer un épisode sous tension en apprentissage commun. C'est à ce niveau que la démarche portée par Ibrahim Traoré peut produire un effet durable, si elle s'inscrit dans une logique de coopération méthodique plutôt que dans la seule affirmation politique. En définitive, ces solutions n'ont de valeur que si elles sont mises en œuvre. Les intentions ne protègent pas, seule l'exécution, suivie et évaluée, détermine l'issue réelle. Il est utile de revenir à l'image qui a discrètement traversé cette analyse depuis le début, celle d'un sommet préparé pour rassembler, devenu malgré lui un révélateur, non pas d'une crise spectaculaire, mais d'une fragilité plus profonde, logée dans les enchaînements invisibles. Ce rappel n'est pas anodin. Il permet de mesurer le chemin parcouru entre l'intention initiale et la réalité révélée. Au fil de cette trajectoire, une constante apparaît. Les décisions ne sont jamais isolées. Elles s'additionnent, se répondent, parfois se contredisent, jusqu'à produire un effet que personne n'avait explicitement choisi. C'est dans cet espace que s'inscrit le rôle d'Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme point de convergence d'une série de choix contraints pris sous pression, dans un environnement où l'erreur de lecture coûte plus cher que l'erreur d'action. Ce que cette séquence laisse derrière elle n'est ni une victoire éclatante, ni un échec visible. C'est une trace, une mémoire organisationnelle, une conscience plus aiguë du prix de la confiance et du poids du temps. Pour ceux qui observent de loin, cela peut sembler abstrait. Pour ceux qui agissent, c'est une réalité quotidienne, faite d'arbitrages silencieux et de renoncements calculés. En refermant ce parcours, une idée s'impose sans emphase.
Les moments décisifs ne sont pas toujours ceux que l'histoire retient. Ce sont souvent ceux où rien ne se produit, mais où tout aurait pu basculer. Et c'est là, précisément, que se joue la différence entre subir les événements et leur donner un sens durable. Avant de se quitter, il est important de reconnaître que chacun arrive à cette conclusion avec son propre regard, façonné par son expérience et ses priorités. Certains retiendront la dimension stratégique, d'autres la fragilité des équilibres, d'autres encore la question de la confiance entre acteurs. Toutes ces lectures peuvent coexister, et c'est précisément ce qui rend ce type de réflexion utile au-delà d'un cas précis. Si cette analyse vous a semblé digne d'intérêt, peut-être mérite-t-elle d'être partagée avec d'autres qui cherchent à comprendre ces dynamiques sans slogan ni simplification. Non pour convaincre, mais pour élargir le champ de la discussion et éviter que ces sujets soient réduits à des oppositions binaires. Les enjeux évoqués ici dépassent une personne ou un événement. Ils touchent à la manière dont les sociétés lisent le pouvoir et le temps. La conversation, toutefois, ne se termine pas avec cette vidéo. Elle peut continuer ailleurs, sous d'autres formes, avec d'autres points de vue. La seule condition est de la maintenir ouverte, exigeante et respectueuse des faits comme des nuances. Selon vous, quel est l'élément le plus déterminant dans ce type de situation? La décision, le timing ou la confiance entre acteurs?